On va donc enchaîner tout de suite avec le cas clinique numéro 3, le cas clinique de Madame D, 69 ans, qui consulte pour une baisse brutale de l'acuité visuelle de l'œil droit. L'examen clinique retrouve une acuité visuelle à 1/20 à droite, P14 de près, alors qu'à l'autre œil, à l'œil gauche, on a une vision de 10/10 de loin, Parisino 2 de près, sans problème. Les segments antérieurs à la lampe à fente sont normaux et la tension oculaire également aux deux yeux. Maintenant, on va regarder le fond d'œil pour les deux yeux. Qu'est-ce qu'on retrouve? Je vous rappelle, rassurez-vous qu'à l'ENC, on ne vous montrera pas de fond d'œil sans légende. Vous n'êtes pas censé connaître et pouvoir interpréter un fond d'œil sans légende. Rassurez-vous. Alors, à l'œil droit, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un décollement séreux maculaire, ici. Des hémorragies. Alors, des hémorragies, on en retrouve ici, on en retrouve là également. Et des exsudats, qu'on ne voit pas très bien, mais qui sont ici. Je vous rappelle que le nerf optique est là. La macula est ici. Ce sont les arcades temporales là. Le pôle postérieur à l'intérieur des arcades. Et ici, la périphérie de la rétine. À l'œil gauche, que retrouve-t-on? On retrouve des drusènes. Ce sont ces petites taches qu'on retrouve tout ici. Et une atrophie de l'épithélium pigmentaire. Première question, quel est votre diagnostic? Devant ce tableau, aussi bien à l'œil droit qu'à l'œil gauche. Quelles sont les différentes formes cliniques de cette pathologie? Question numéro 3, quels examens complémentaires allez-vous donc demander en urgence? Question numéro 4, quelle est votre prise en charge en urgence? Et enfin, question numéro 5, quelles autres mesures adjuvantes allez-vous préconiser à Madame D? Réponse à la question numéro 1, quel est votre diagnostic? On a vu que la patiente vient pour un problème à l'œil droit, avec une baisse d'acuité visuelle profonde à l'œil droit, et au fond d'œil, on retrouve des signes cliniques qui vont nous faire poser le diagnostic de DMLA exudative de l'œil droit. En effet, on retrouve des hémorragies au niveau de la macula qui nous évoquent des néovaisseaux choroïdiens. Tous les mots dans cette réponse sont importants, on va y revenir. N'oubliez pas, en ophtalmo, comme dans plein d'autres spécialités, de toujours latéraliser votre diagnostic du côté droit ici. Ça peut rapporter 50% des points et vraiment, n'oubliez pas, ça peut vraiment faire perdre également beaucoup de place. Donc, DMLA exudative, en effet, le terrain, la dame a au-dessus de 60 ans. Donc, dans DMLA, c'est une dégénérescence maculaire liée à l'âge. À la clinique, elle venait pour une baisse d'acuité visuelle brutale unilatérale avec un œil blanc indolore. C'est très important, l'œil blanc indolore. Je rappelle que tout ce qui est œil rouge et douloureux, dans la question œil rouge et douloureux, concerne des pathologies du segment antérieur, alors que tout ce qui est œil blanc et indolore concerne des pathologies du segment postérieur. On retrouve au fond d'œil des signes d'exsudation vasculaire, comme le décollement séreux rétinien, les hémorragies maculaires et les exsudats. Tout cela, tous ces signes font partie de la DMLA dite exudative, c'est la forme dite humide, qui est liée à des problèmes de néovaisseaux choroïdiens. Alors qu'à l'œil gauche, elle n'avait que des drusènes et des altérations de l'épithélium pigmentaire. Et les drusènes sont en fait des précurseurs de la DMLA, c'est un stade précoce, avant l'apparition de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ce sont ces petites taches blanchâtres qui sont en fait des déchets de la rétine. Et donc on appelle des drusènes qui dans ce cas-là sont séreux. Et quand c'est des stades de précurseurs, donc c'est prédégénératif, on appelle plus ça DMLA, mais juste MLA, maculopathie liée à l'âge, du côté gauche. N'oubliez pas de latéraliser toujours, sinon c'est 50% de points en moins. Quelles sont les différentes formes cliniques de cette pathologie? Bon, on l'a déjà plus ou moins vu. Le premier stade précoce, le stade des précurseurs, c'est la MLA ou bien pré-DMLA. Ça dépend des fois. Ce sont des drusènes miliaires ou séreux, en fonction de la taille, qui sont très fréquents, qui représentent plus de 94% de la maladie. Beaucoup de gens en sont porteurs, mais n'ont pas pour autant une DMLA.
c'est un facteur de risque de développer la DMLA. Les drusen, donc, ce sont ces petites taches blanches qui sont sur la rétine et qui représentent des déchets de l'épithélium pigmentaire. L'autre stade, c'est la DMLA atrophique, qui est en fait un amincissement progressif de la rétine. Il n'y a pas de baisse d'acuité visuelle brutale, mais progressive, mais malheureusement, on ne peut pas l'arrêter. Et enfin, la dernière forme, c'est la forme exudative, dite humide, et là où il y a toute la gravité de la maladie, avec des baisses d'acuité visuelle brutales, des hémorragies, des décollements séreux de la rétine sur des néovaisseaux. La forme atrophique, c'est la forme sèche, la forme exudative, la forme humide. Voilà les trois formes cliniques de la DMLA. Enfin, la MLA, c'est une forme précoce, avant même l'atteinte de la DMLA. L'exudative représente le double de la fréquence des formes atrophiques. On a bien sûr également des formes mixtes. Quels examens complémentaires demandez-vous en urgence? Il y a deux examens fondamentaux dans tout ce qui est DMLA, ce sont les angiographies. Un à la fluorescéine, qui est un colorant, et l'autre colorant, c'est le verre d'indocyanine qu'on appelle ICG. Ces deux angiographies sont complémentaires et nous apportent des informations différentes sur l'atteinte de la maladie. Alors l'intérêt diagnostique, évidemment, c'est dans la DMLA exudative pour trouver les néovaisseaux. Ça a un intérêt thérapeutique car ça va préciser la topographie des néovaisseaux responsables de l'exsudation et des hémorragies. Ils vont nous dire si les néovaisseaux sont extra, c'est-à-dire en dehors de la fovéola, extrafovéolaire, juxtafovéolaire, genre juste à côté de la fovéola, qui est le centre de la macula, ou bien rétrofovéolaire, qui est juste derrière la fovéola. La nature du néovaisseau, est-ce que c'est un néovaisseau dit visible, c'est-à-dire qu'on voit bien à l'angiographie à la fluorescéine, ou occulte, qu'on ne voit pas bien à l'angiographie à la fluorescéine. Donc on va pouvoir vraiment caractériser la cause de la DMLA, quel néovaisseau en est responsable, quel type de néovaisseau, où il se trouve, pour pouvoir le traiter. Ça a un intérêt également dans la surveillance, pour vérifier que le néovaisseau n'est plus actif et que le traitement a été efficace. Et le troisième examen qu'on va demander, complémentaire aux deux précédents, c'est ce qu'on appelle l'OCT, qui est la tomographie en cohérence optique, qui est en fait des coupes de profil de la macula par des faisceaux laser qu'on envoie et qui nous reviennent, un peu comme l'échographie, mais au lieu que ce soit des ultrasons, ce sont des faisceaux laser et qui permettent de faire bien une carte en coupe de profil de la macula pour voir l'épaisseur. S'il y a un décollement séreux-rétinien, ce qu'on appelle un DSR, avec une augmentation de l'épaisseur de la macula, qui correspond à la présence de néovaisseaux. Donc tous ces examens sont essentiels pour le diagnostic, le traitement et la surveillance de la maladie. Quelle est votre prise en charge en urgence? Eh bien, le plus important, c'est de détruire les néovaisseaux choroïdiens. Ce sont des néovaisseaux profonds dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Après confirmation du diagnostic par les angiographies à la fluorescéine et les angiographies au verre d'indocyanine. Après explication à la patiente des résultats espérés, des complications et de l'évolution de la maladie. Il y a deux types de traitements que vous avez à retenir. Ne rentrons pas dans les détails car il y a beaucoup de changements en ce moment, beaucoup de nouveautés, d'innovations. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut faire du laser sur les néovaisseaux. Il y a deux types de laser possibles, le laser argon ou ce qu'on appelle la PDT, la photothérapie dynamique, qui permet en fait, ces deux types de lasers permettent de traiter ces néovaisseaux directement. Et très récemment, vous en avez peut-être entendu parler, c'est les injections intraoculaires, intravitréens d'anti-VEGF, qui sont en fait des anticorps qui vont inhiber les récepteurs des VEGF, qui sont les facteurs de croissance vasculaire. Et beaucoup d'études ont montré que ça permettait une régression de la maladie avec l'injection de ces produits. C'est encore en cours. On va voir exactement les modalités, comment on va faire. N'ayez à retenir que ça existe et qu'on peut le faire en complément ou à la place du laser qui était le traitement classique des néovaisseaux. Alors je vous montre
deux angiographies, vous compreniez bien la complémentarité de l'angiographie à la fluorescéine. Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'angiofluo, donc l'angiographie à la fluorescéine. Et ici, c'est l'angio-ICG au verre d'indocyanine. Ce sont deux colorants différents qu'on injecte dans la veine au pli du coude, dans le bras, et qui arrivent jusqu'à la rétine, et qui sont complémentaires. La fluorescéine est un colorant qui va colorer principalement les vaisseaux rétiniens, donc les vaisseaux plus superficiels. On va très bien voir la circulation rétinienne, mais également on va deviner la circulation choroïdienne qui est plus profonde que la circulation rétinienne. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On voit qu'il y a une hyperfluorescence qui a tendance à diffuser, qui est un peu floue, et qui correspond aux néovaisseaux choroïdiens, qui sont très proches de la fovéola, mais qui ne sont pas sur la fovéola. Et en faisant, de manière complémentaire, l'angiographie à l'ICG, qui est un colorant là, par contre, qui va spécifiquement colorer les vaisseaux choroïdiens, donc plus profonds, on verra beaucoup mieux la trame des vaisseaux choroïdiens. Et ici, on va voir de manière très précise les néovaisseaux choroïdiens, avec vraiment les néovaisseaux, vous voyez la vascularisation ici, alors qu'ici on avait juste une hyperfluorescence un petit peu floue, alors que là on l'a vraiment de manière plus précise, et on voit tout derrière, vous voyez tous ces troncs, tout ça ce sont des vaisseaux choroïdiens que l'on voit grâce à l'ICG beaucoup plus précisément. Donc ces deux examens nous permettent vraiment de localiser et de définir où sont les néovaisseaux responsables de la maladie et donc de les traiter. Maintenant, je vais vous montrer des images d'OCT, la tomographie par cohérence optique. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce sont des images en coupe de profil de la macula. Vous pouvez retrouver ici sur une image normale. Donc ici, c'est normal. On peut voir la dépression fovéolaire en entonnoir, comme ça, et une épaisseur de 220 micromètres qui est normale. Alors que ici, là, c'est la DMLA. On ne retrouve plus la dépression fovéolaire, et au contraire, vous voyez, ça a augmenté de taille et on a quelque chose de convexe, alors qu'avant on avait le petit entonnoir qui a disparu, et on a également une augmentation de la taille, de l'épaisseur de la rétine par rapport à ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un décollement sérorétinien, car on a une augmentation de l'épaisseur de la rétine à cet endroit de la macula, qui correspond à la présence de néovaisseaux qui exsudent dans la DMLA. Enfin, la surveillance de la maladie. Donc, nous allons vérifier la surveillance de l'acuité visuelle, voir une stabilisation, voir une récupération de l'acuité visuelle, une disparition au fond d'œil des signes d'exsudation, qu'il n'y ait plus d'hémorragie, qu'il n'y ait plus de décollement sérorétinien ni d'exsudat, refaire un OCT à 6 semaines pour objectiver l'affaissement du décollement sérorétinien au niveau de la macula, et enfin une angiographie de contrôle à la fluorescéine au bout de 3 mois, et si jamais on retrouve des signes d'exsudation, on refera une angiographie à l'ICG au verre d'indocyanine. Juste pour que vous compreniez bien, quand je parle de décollement séreux de la rétine, ce n'est pas comme un décollement de rétine, appelé communément décollement de rétine, qui sont en fait des décollements de rétine régmatogènes. Donc ici, cette image, ça c'est une vraie image de décollement de rétine. Je vous rappelle qu'il y a 3 types de décollement de rétine. Il existe 3 types de décollement de rétine à ne pas confondre. Le premier type, c'est le décollement dit régmatogène. Il y a une déchirure dans la rétine et un passage de liquide vitréen dans la rétine qui soulève la rétine et qui va séparer la rétine neurosensorielle de l'épithélium pigmentaire et qu'on traite par chirurgie. C'est vraiment ce qu'on appelle les décollements de rétine. Le deuxième type de décollement de rétine, c'est les décollements de rétine dits séreux, qui sont en fait des décollements de rétine inflammatoires qu'on retrouve par exemple dans la DMLA, qui sont liés à une exsudation de liquide due à des phénomènes inflammatoires comme à des néovaisseaux. Et cette exsudation va décoller la rétine neurosensorielle de l'épithélium pigmentaire, mais ce n'est pas du tout la même chose que les décollements de rétine régmatogènes dus à une déchirure. Le traitement des décollements de rétine séreux, qu'on appelle DSR, n'est pas chirurgical, il est médical, le traitement de la cause de ce décollement de rétine. Et enfin, le troisième type de décollement de rétine, c'est le décollement de rétine dit tractionnel, qu'on retrouve par exemple dans les rétinopathies diabétiques et qui sont liées à la présence de néovaisseaux rétiniens, attention, et non pas choroïdiens comme dans la DMLA. Les néovaisseaux rétiniens de la rétinopathie diabétique
peuvent tirer la rétine, tracter la rétine et entraîner un décollement de rétine qu'on dit tractionnel. Donc pour les décollements de rétine dits régmatogènes, vous pouvez voir ici la bulle, donc vraiment un soulèvement de la rétine, alors qu'ici on a une rétine qui est bien à plat. Le traitement est chirurgical, c'est soit une chirurgie externe, ce qu'on appelle abexterno, qui est à base de cryo-indentation. Donc je vous montre une image ici de cryothérapie, où on va geler à l'aide d'une sonde par l'extérieur l'endroit de la déchirure et on va appliquer une indentation, qui est en fait une bande de silicone qu'on va suturer contre la face externe de l'œil, contre la sclère, et qui va permettre d'indenter la déchirure pour éviter que le liquide ne passe sous la déchirure et provoque un décollement de rétine. Et on peut voir ici l'indentation, où en fait, qui va vraiment repousser la rétine, qui va indenter la rétine pour éviter que le liquide ne passe sous la rétine. Donc ça, c'est une cryo-indentation. Et la deuxième technique de chirurgie du décollement de rétine, c'est la chirurgie interne, où on rentre dans l'œil, qu'on appelle ab-interno, et qui consiste en une vitrectomie, silicone, gaz. Enfin, là, vous n'avez pas à le savoir, rassurez-vous, car le décollement de rétine n'est pas à proprement parler dans le programme de l'ENC, et le traitement encore moins. Il faut juste connaître l'existence et avoir quelques notions. Quelles autres mesures adjuvantes, question numéro 5, préconisez-vous à Madame Hume? Eh bien, c'est un traitement préventif de l'autre œil. Maintenant, ce qu'il faut s'occuper, quand on aura traité l'œil atteint, c'est s'occuper de l'autre œil qui avait des drusènes, qui était au stade de MLA, pour qu'il évite de basculer dans un stade de DMLA exudatif. Alors, il faut bien sûr expliquer les symptômes à la patiente, expliquer les symptômes d'alerte, comme les métamorphopsies. La métamorphopsie, c'est le fait de voir des lignes gondolées, de ne plus voir des lignes bien droites, qui est un signe de DMLA très important, qui est un signe d'atteinte de la macula. Et remise d'une grille d'Amsler. Je vais vous montrer tout à l'heure ce qu'est une grille d'Amsler. Ça va être une grille avec plein de lignes, justement. Et dès que la patiente ne voit plus les lignes droites, mais qu'elle les voit gondolées, il faut qu'elle consulte en urgence. On va lui donner une vitaminothérapie, donc à vitamine A, C, E, des oligoéléments, car ces supplémentations vitaminiques ont prouvé leur efficacité dans la diminution de la survenue de la DMLA. Donc très important de donner cette supplémentation vitaminique. Une surveillance ophtalmologique semestrielle pour voir l'évolution de ces drusènes, voir si ça évolue en DMLA, et rechercher et tracter des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le tabac. Le tabac est connu pour être un facteur aggravant de la maladie. Bien sûr, rééducation basse vision pour la patiente, qu'elle apprenne à pouvoir pouvoir vivre avec une basse vision. Ça, c'est toute une rééducation pour apprendre à utiliser sa vision au maximum. Inscrire à une association de DMLA et bien sûr une psychothérapie de soutien. Je vous montre cette fameuse grille d'Amsler. Donc c'est une petite feuille qu'on donne aux patients et qui regarde régulièrement, tous les jours, vérifie qu'il voit bien les lignes toujours droites. Dès qu'à un moment les lignes seront gondolées, il faudra consulter. Les points forts de la DMLA. Donc le premier stade, la MLA, ce sont des drusènes lors d'une découverte systématique, fortuite, asymptomatique. Il faut surveiller ces signes-là, aussi bien par le patient lui-même avec la grille d'Amsler que par l'ophtalmologiste. Il faut bien sûr expliquer à la patiente les symptômes d'alerte et l'éducation du patient est un terme particulièrement important dans cette maladie. La DMLA exudative comporte une baisse d'acuité visuelle brutale, c'est une urgence diagnostique et une urgence thérapeutique. Les examens complémentaires sont les angiographies et l'OCT. Les traitements curatifs est uniquement sur les néovaisseaux, avec le traitement par laser ou par anti-VEGF. Et le traitement préventif de l'autre œil, toujours bien faire attention, car rien ne vaut un deuxième œil. Quand un premier œil est atteint, il faut se concentrer sur l'autre pour éviter à nouveau qu'il fasse la même chose que le premier. Voilà, nous avons donc fini avec le dossier numéro 3 et nous allons enchaîner avec le dossier clinique numéro 4.